France. Ce sont des propos empreints de mépris, ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables. Et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Nous sommes disposés à discuter avec la France ou d'autres sur des questions de substance. Il ne s'agit pas de questions irresponsables. Ce que nous essayons de faire, c'est de défendre les intérêts de notre pays. Nous savons que la présence des troupes françaises, et européennes dans le cadre de l'opération Takuba ont fait l'objet d'un accord sur le statut de force avec la France. Et la France, même sa présence, est gouvernée par un traité de défense qui nous lie avec la France. Et ensuite, un protocole a été conclu en mars 2020 qui permet d'inviter d'autres partenaires européens en dehors de la France ou non européens à se joindre à la force Takuba. Et dans ce cadre-là, le Danemark n'est pas un pays ennemi, c'est un pays ami qui soutient beaucoup le Mali en matière de coopération, mais toute présence étrangère au niveau du Mali doit répondre aux règles maliennes, doivent aussi aller dans le sens des intérêts supérieurs du Mali, surtout pour la présence de forces étrangères. Je suis en Europe ici. J'imagine que si je n'ai pas de visa, je ne peux pas entrer en Europe. Je crois que nous devons tous nous respecter et respecter ça. Il est bon que M. Le Drian comprenne que ce ne sont pas les insultes qui règlent le problème entre nations, que ce que nous attendons de la France, grande nation, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins hostile et moins empreinte de mépris vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de notre pays. Alors, on va revenir sur Takuba, mais tout d'abord sur Paris. Vous parlez de mépris, vous parlez d'insultes. Alors, une question simple, enfin plusieurs questions simples. Est-ce que vous allez exiger des excuses de Paris? Est-ce que vous songez, par exemple, à prendre des mesures telles que le rappel de votre ambassadeur en France ou convoquer l'ambassadeur de France à Bamako? Le Mali n'exclut rien de la table si la souveraineté et le peuple malien ne sont pas respectés. Nous ne demandons pas des excuses à Paris, nous demandons que Paris nous respecte en tant que pays. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer pour prendre en compte cet élément, qu'il y a des autorités responsables au niveau du Mali et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali. Et cette présence doit répondre aux intérêts supérieurs du Mali. Et nous sommes en train de revoir plusieurs accords et traités de défense pour nous assurer que ces traités ne violent pas nos dispositions constitutionnelles, ne violent pas la souveraineté du Mali et prennent en compte l'intérêt des Maliens. Si ce n'est pas le cas, le Mali n'hésitera pas soit à dénoncer, soit à demander un réajustement de ces différents traités. Nous sommes conscients que certains de ces arrangements ont été conclus par le gouvernement précédent. Il y a la continuité de l'État, mais rien ne saura être au-dessus de l'intérêt supérieur des Maliens, que le président Goïta et le gouvernement sont disposés désormais à assumer et à s'assumer pleinement. Et nous souhaitons que la France et d'autres partenaires inscrivent aussi leur action par rapport à cela. Et je salue d'ailleurs la décision sage des autorités danoises de retirer leurs forces sans plus d'acrimonie. Et nous sommes disposés à continuer le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires pour la sécurisation du Mali et la stabilité de l'ensemble de la région. Alors ce vendredi, Monsieur le Ministre, c'était chez nos confrères de RTL, le ministre français Jean-Yves Le Drian est revenu à la charge, si j'ose dire, en disant que désormais c'était la rupture du cadre politique et du cadre militaire. Nous ne pouvons pas rester en l'état, a-t-il dit. On va voir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation. Je crois que M. Le Drian doit comprendre que l'engagement avec le Mali ne doit pas se faire à travers les médias et que si ce type de questions sont en discussion, nous sommes tous des diplomates, il y a des canaux pour pouvoir discuter de ces questions. Le Mali non plus n'exclut rien par rapport à ces questions si ça ne prend pas en compte nos intérêts. Donc les menaces, les invectives, les insultes doivent cesser pour donner la place à un engagement réaliste, un engagement constructif entre responsables pour pouvoir voir ensemble comment surmonter ces difficultés, comment surtout faire face aux défis que nous avons qui sont des défis sécuritaires.
Donc, pour l'instant, vous ne vous parlez pas entre vous deux, ministres des Affaires étrangères du Mali et de la France. Les ponts sont coupés pour l'instant? Le Mali est et reste toujours ouvert au dialogue. Vieille nation de tolérance et de dialogue, nous maintenons cette posture. La dernière fois que j'ai rencontré M. Le Drian, c'était à New York. On a eu un entretien franc et direct. Et nous restons toujours ouverts. Je m'entretiens régulièrement avec d'autres autorités françaises. Malheureusement, M. Le Drian ou d'autres responsables français, on les entend plus sur les médias parlant du Mali et que d'avoir vraiment un engagement constructif au lieu de soulever le monde entier aujourd'hui contre le Mali. Je le rappelle, cette attitude agressive ou hostile à l'endroit du Mali n'a rien à voir avec les raisons qui sont mises en avant liées au respect de la démocratie, au respect des droits de l'homme, à des coups d'État. Non, le Mali est puni parce que les choix politiques des autorités du Mali ne conviennent pas à certains. Et je crois que nous devons pouvoir sortir de ça parce que même les coups d'État dont on parle, la France applaudit des coups d'État quand ça va dans le sens de ses intérêts, elle condamne quand ça va dans le sens contraire de ses intérêts. Non, cette politique des 2 poids 2 mesures aussi doit cesser. Vous pensez au Tchad? Je ne pense absolument rien. Et il y a eu beaucoup de pays où il y a eu des situations, il y a eu des politiques de 2 poids 2 mesures, et de la France et même de nos organisations africaines. Et je crois que ceci ne va pas dans le sens de pouvoir répondre aux attentes aujourd'hui des peuples africains et des peuples maliens. Je crois que la France et les autorités françaises, comme les autorités européennes, je crois qu'ils doivent davantage écouter ce qui se passe sur le continent. Le ressentiment et l'exaspération des uns aux autres par rapport à une certaine politique, je crois qu'il faut écouter. Nous-mêmes, dirigeants africains, nous devons davantage écouter ce qui se passe dans les rues africaines, dans les maisons africaines, où les gens demandent un changement de politique, plus de respect, et plus d'engagement dans un esprit d'un partenariat gagnant-gagnant, moins de paternalisme et de condescendance, malheureusement, que nous voyons au quotidien et que nous dénonçons. Monsieur le ministre, vous dites que vous réservez votre réponse à la demande de la Norvège, du Portugal et de la Hongrie d'envoyer des soldats sur votre sol. Est-ce à dire que vous allez dire non à leur demande? Est-ce à dire que, parlons franchement, Takuba, c'est fini? Ce que nous pouvons dire, nous ne disons pas non. Le Mali apprécie les contributions de l'ensemble des partenaires pour la sécurisation de la région. Et le Mali souhaite que tous les partenaires qui sont en mesure de contribuer à la paix et la sécurité de la région, dans le cadre de notre vision de la sécurité, puissent venir. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que ces présences soient contraires à l'intérêt du Mali. Et ça, nous ne l'accepterons pas. S'il y a aussi des soutiens, que ces soutiens tiennent compte de la politique de défense de nos pays, mais aussi de ceux dont nous avons réellement besoin. Nous avons exprimé des besoins. Si des partenariats ne s'inscrivent pas dans ce cadre, je pense que nous n'hésiterons pas à dire non. Nous avons des dialogues avec chacun de ces partenaires. Nous sommes dans un processus de réévaluation de l'ensemble de ces partenariats et nous aurons un dialogue avec les uns et les autres par rapport à cela. Et le moment venu, le président Goïta ou le gouvernement déterminera quel partenariat nous semble être adapté. Mais nous ne sommes plus dans la situation d'accepter n'importe quoi. Et s'il y a des solutions qui nous sont amenées, qui ne répondent pas à nos attentes, qui ne nous aident pas à répondre, parce que le problème que nous avons, c'est les défis sécuritaires que nous avons sont énormes, les populations sont exaspérées, 8 ans, nous travaillons ensemble, il n'y a pas de résultats. Aujourd'hui, des résultats sont demandés au gouvernement malien, sont demandés à l'ensemble de nos partenaires et nous souhaitons que ces appuis-là puissent aussi être revus pour pouvoir répondre à ces... Nous voulons de l'efficacité, nous voulons des résultats. Et je crois que nous sommes ouverts à l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient de la Russie, de la Chine, des États-Unis ou de l'Occident. Le Mali n'a absolument aucune préférence. Notre position est une politique de non-alignement. Nous voulons travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Ce que le Mali n'acceptera pas, c'est qu'un pays vienne nous dire que vous pouvez travailler avec tel pays, vous ne pouvez pas travailler avec tel pays. Nous voulons du respect. Nous voulons qu'on comprenne que le Mali, les Maliens, les Africains ont l'intelligence nécessaire de savoir ce qui est bien pour eux,
ce qui n'est pas bien, naturellement. Nous sommes ouverts aux conseils qui viennent de nos amis, mais des conseils qui sont donnés pas dans un esprit de paternalisme, mais surtout dans un esprit de respect mutuel. Monsieur le ministre, concrètement, vous avez demandé il y a peu de temps la révision de l'accord de défense avec Paris. Est-ce que vous avez reçu une réponse? Et si cette réponse n'est pas satisfaisante, est-ce que vous êtes prêt, donc, comme vous semblez l'indiquer, à dénoncer cet accord de défense avec la France? Absolument. Nous sommes absolument très clairs dessus. Nous avons demandé, dans un cadre diplomatique, nous avons soumis un protocole amendé avec l'ensemble de nos amendements, que vous me permettrez de ne pas détailler ici, parce que les dispositions de l'actuel traité en matière de défense, certaines dispositions sont contraires à la Constitution et à la souveraineté du Mali. Nous avons décidé à les revoir. Nous attendons une réponse rapide de Paris. À défaut de réponse, assurez-vous que le Mali s'assumera par rapport à cela. Est-ce que donc le Mali songe à demander le départ des soldats français de son sol? Cette question n'est pas pour le moment sur la table. Mais elle le sera, visiblement, puisque, vu la situation et vu votre ton et les rapports avec Paris qui se tendent, c'est quand même une possibilité que vous disiez, en effet, ça ne marche pas depuis des années, les soldats français ne font pas le job, entre guillemets, il faut qu'ils partent. Ce qui est sûr, c'est que pour le Mali, si une présence à un moment donné est jugée contraire aux intérêts du Mali, nous n'hésiterons pas à nous assumer. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes dans le cadre d'un partenariat. Nous avons besoin de l'ensemble de nos partenaires pour autant que ces partenaires inscrivent leur action dans le cadre de notre vision, dans le cadre de notre demande. Mais aucune présence ne saurait être imposée au Mali et au peuple malien si ça va dans le sens contraire de ce que nous souhaitons. Ici, cette présence n'est pas constructive et si on ne sort pas de cette attitude d'agressivité et d'hostilité vis-à-vis du Mali et de ses populations, ce n'est pas ça le partenariat. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Yves Le Drian qui dit qu'il faut rester digne au regard des 53 soldats français tombés au Mali? Je demanderai à M. Le Drian de rester digne aussi parce que avant, nous reconnaissons les sacrifices des soldats français. L'intervention française qui a été décidée au Mali a été faite dans un bon état d'esprit d'aider notre pays. Nous apprécions cela. Nous apprécions tous les concours qui ont été faits dans ce cadre-là. Mais aussi, on doit comprendre qu'avant que la France ne vole le secours du Mali, le Mali et les Africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ces pays. Donc nous avons tous des dettes de sang les uns envers les autres. Mais essayons de dépasser cela et de bâtir des cadres qui nous permettent vraiment de répondre aux solutions et pas à travers des dictats, des menaces, des invectives. Je crois que ça se fera seulement dans le cadre de nos intérêts mutuels, dans le cadre du respect dû à chacun, mais qu'on arrête cette mobilisation, toutes ces campagnes de dénigrement contre les autorités maliennes. Nous ne sommes pas impressionnés par cela. Monsieur le ministre, vous nous avez parlé de la Russie parmi les partenaires du Mali. Or, il y a quelques jours, le général américain Stephen Townsend, qui commande AFRICOM, a affirmé le groupe Wagner, c'est-à-dire les paramilitaires et mercenaires russes. Le groupe Wagner est au Mali. Ils sont plusieurs centaines. Le monde entier le voit et cela nous préoccupe. Est-ce que vous confirmez ? Encore une fois, je ne suis pas plus impressionné. Vous savez, c'est la même Amérique, notamment à travers le général Colin Powell, qui, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a montré des photos satellitaires et des preuves au monde entier qui nous ont tous convaincus que l'Irak dépose d'armes de destruction massive. La suite de l'histoire, vous la connaissez, elle était totalement fausse. Donc ce sont des mensonges. Ça a été mené à ce pays à cause de... Absolument. Et pourtant, le commandant américain d'AFRICOM ajoute que Wagner bénéficie du soutien d'avions de l'armée russe pour son déploiement. Ce que je peux vous dire et que nous avons dit de façon constante, le gouvernement du Mali a fait un communiqué absolument très clair sur la question. La coopération avec la Russie est une coopération historique. Le Mali, depuis son indépendance, a été fortement soutenu par l'ex-URSS, plus tard par la Russie.
80% du personnel militaire malien avait été à l'époque formé en Russie ou en ex-URSS. Et même aujourd'hui, 80% de nos équipements viennent de ce pays. Notre coopération avec la Russie est une coopération d'État à État. Le Mali ne s'adresse qu'au gouvernement russe qui répond à nos sollicitations avec une grande célérité, une grande efficacité. Les 7 derniers mois, les équipements et les fournitures qui ont été acquis via cette coopération ce type d'investissement n'ont jamais été faits au cours des 15 ou 20 dernières années. Vous savez, nous aimons bien la coopération avec nos amis occidentaux, mais ils doivent comprendre que nous sommes dans une situation de guerre contre le terrorisme. Nous cherchons des solutions. Et nous irons partout où nous pouvons trouver ces solutions, si c'est à Paris, si c'est à Bruxelles, si c'est à Washington ou bien si c'est à Moscou. Et aujourd'hui, grâce à cette coopération, vous l'avez noté, des succès opérationnels importants sont en train d'être enregistrés sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Nous souhaitons que d'autres partenaires aussi puissent venir nous accompagner dans ce cadre-là. Alors, comme vous ne voulez pas officialiser ou confirmer la présence du groupe Wagner, est-ce que ça veut dire, puisqu'il y a ce partenariat dont vous vantez la qualité et les bénéfices, est-ce que des troupes russes pourront bientôt arriver, des troupes officielles russes au Mali, justement dans le cadre de cette lutte antiterroriste? Est-ce que c'est ça qui est en discussion avec Moscou? Ce que nous avons indiqué de façon constante, le Mali a acquis des équipements avec la Russie. Le Mali reçoit aussi des instructions russes qui viennent accompagner nos unités à pouvoir manier ces équipements et ces armements. Mais pourquoi pas des soldats, monsieur le ministre? Un appui technique est fourni dans ce cadre. Nous n'avons pas ces questions-là à ce stade et aussi il s'agit des questions de défense et de sécurité de notre pays que nous n'allons pas discuter dans les moindres détails ici à votre micro. Mais je peux vous dire que ceux qui sont présents au Mali sont des assistances techniques qui viennent aider nos unités à pouvoir faire face à la menace sécuritaire. Et nous souhaitons que d'autres partenaires aussi. La porte n'est fermée à personne au Mali. Nous souhaitons que tout le monde puisse venir nous aider, mais qu'on sorte un peu de tout cette campagne sur Wagner ou sur d'autres. Le Mali a un problème sécuritaire. Le Mali est un État qui se bat contre le terrorisme. Nous faisons face aux groupes terroristes les plus violents sur cette planète. Al-Qaïda au Maghreb islamique, maintenant dénommé JNIM, l'État islamique au Sahara. Nous faisons face à des conflits intercommunautaires dans le centre du pays. Le problème du Mali n'est pas Wagner. Le problème du Mali, c'est un problème d'apporter la sécurité aux Maliennes et aux Maliens. C'est notre responsabilité. Et nous ferons tout ce qui est nécessaire, conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux pour pouvoir répondre à cela. Et nous souhaitons que les autres qui sont en train maintenant de faire toute cette campagne autour de Wagner, qui prennent un peu de recul, qui viennent voir avec le Mali quel problème sécuritaire vous avez et quelle peut être notre contribution à pouvoir résoudre. Je pense que c'est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires. Depuis le 9 janvier, Monsieur le Ministre, votre pays est lourdement sanctionné par vos voisins de la CEDEAO. Mais dans un communiqué, hier, la CEDEAO dit attendre de vous un calendrier raisonnable et réaliste pour la tenue des élections. Elle ajoute que les sanctions seront levées progressivement sur la base de ce chronogramme et de sa mise en œuvre. Est-ce pour vous une petite ouverture ? D'abord, permettez-moi d'indiquer que le Mali est membre de la CEDEAO. La CEDEAO a été fondée au Mali en 1975. Nous sommes membres fondateurs et nous sommes partie prenante aussi de l'ensemble des textes qui sont agréés dans ce cadre-là. Mais dans le même temps, il faut reconnaître que nous ne reconnaissons plus notre organisation. Parce que récemment, les sanctions qui ont été prises contre le Mali, certaines sont conformes, mais l'embargo économique et financier, la fermeture des frontières est un acte illégal, illégitime et injuste. Aucun traité de la CEDEAO ne prévoit de fermeture des frontières. Et cela fait 3 fois que les frontières du Mali sont fermées. Je crois que je voudrais citer le président Bazoum lui-même ici en septembre à l'Élysée aux côtés du président Macron qui a clairement déclaré aussi que le Niger ne s'était pas associé dans le passé à la question de fermeture des frontières parce que cela était contraire à nos textes. Donc il s'agit de mesures qui sont injustes et illégales, tant du côté de la CEDEAO que de l'UEMOA, qui gagnerait à être davantage à l'écoute de nos peuples. Et l'UEMOA aussi
Nous sommes partis d'une union monétaire où nous avons souverainement donné notre droit d'émission monétaire à une institution qui aujourd'hui a pris des décisions qui ne sont pas conformes parce qu'une banque centrale n'obéit pas à l'autorité politique, n'obéit pas à des critères politiques. Mais troisième point qui me semble être important, c'est que cette politique de sanctions, il faut qu'on sorte de cela. Le Mali, ce dont nous avons besoin, c'est l'accompagnement, c'est l'écoute, c'est le dialogue, c'est la compréhension. Aujourd'hui, si les sanctions contre le Mali, qui sont les actions au-delà de la normale, étaient efficaces, il ne se serait pas passé ce qui est en train de se passer au Burkina. Donc revenons maintenant dans le cadre du dialogue. Le président Goïta l'a indiqué au Mali après la prise des sanctions. Nous l'avons indiqué aux Assises nationales de la refondation et nous l'avons indiqué dans la lettre que le président Goïta a adressée le 7 janvier au président en exercice de la CEDEAO, que notre pays est ouvert au dialogue et nous avons même invité la CEDEAO à déployer une équipe technique pour évaluer ensemble le chronogramme qui a été soumis pour arriver à un compromis. Et plus récemment, il y a beaucoup d'interactions avec l'Algérie, avec l'Union africaine, avec beaucoup d'autres voisins pour pouvoir trouver la solution. Nous sommes dans cette dynamique et nous espérons que ces différentes démarches nous permettront d'arriver à un chronogramme qui soit consensuel, mais qui doit prendre en compte les aspirations des Maliens. Et nous sommes prêts au dialogue, mais nous n'allons pas braver les intérêts de notre pays par rapport à cela. C'est ce que je pouvais dire en ce qui concerne cela. Et nous allons continuer à œuvrer ensemble pour pouvoir trouver une solution. Bon, les sanctions sont ce qu'elles ont leurs limitations aussi, mais le Mali demeure attaché à un retour à l'ordre constitutionnel qui n'est pas remis en cause. Certes, les délais n'ont pas été rencontrés, mais le retour à l'ordre constitutionnel demeure un engagement solide du Mali pour aller de l'avant. Ce que nous souhaitons, c'est que nos frères et sœurs de la région puissent prendre le temps nécessaire de nous comprendre, de nous écouter comme nous devons aussi les écouter, de mieux apprécier la complexité de la situation au Mali, un pays en guerre comme je l'ai indiqué, pays lui-même qui est victime du terrorisme. Parce que je le rappelle encore une fois, le Mali est tombé suite à l'intervention occidentale en Libye. Parce que tout le monde accuse le Mali d'être l'épicentre de l'instabilité. Non, le Mali est victime. Et le Mali cherche à se défendre. Le Mali a besoin de tous pour qu'on puisse travailler. Le Mali, ce n'est pas une question seulement d'élection. L'élection est indispensable pour tout processus démocratique. Mais ce que nous disons, il y a quelques préalables qu'il faut regarder. Il y a des réformes politiques et institutionnelles qui sont nécessaires pour assurer une gouvernance vertueuse. Et il y a des conditions à réunir pour avoir un niveau de sécurisation minimal pour la tenue d'élections. Parce qu'il y a beaucoup de localités aujourd'hui au Mali où il est impossible d'organiser des élections. Je rappelle qu'il y a quelques mois, le chef de file de l'opposition, le regretté Soumaïla Cissé, avait été enlevé lors d'une campagne électorale. Donc nous sommes dans une situation sécuritaire extrêmement complexe. Nous voudrons que les partenaires et nos amis viennent avec nous, regarder cette situation et voir ce qui est possible dans un délai raisonnable pour que nous puissions revenir. Je rappelle que la démocratie est d'abord dans l'intérêt des Maliens. Monsieur le ministre, personne ne peut ou n'aime le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Monsieur le ministre, on comprend qu'il y a en effet un dialogue sur ce fameux chronogramme. Vous aviez proposé initialement 5 ans, puis 4 ans. Le président algérien, vous avez parlé de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, lui propose une transition qui dure 16 mois au maximum. Est-ce que pour vous, ça c'est une option viable, c'est un compromis possible, de façon très concrète ? Pour nous, toutes les options restent sur la table. Y compris celle-là. La durée est une donnée importante, mais il ne faut pas faire de fétichisme. Ce qui nous semble important, c'est de regarder dans le chronogramme que nous avons soumis, de regarder qu'est-ce qui est prévu comme activité, comme réforme, et nous sommes disposés à regarder avec nos amis et partenaires pour pouvoir évaluer est-ce que le temps que nous avons demandé est le temps dont nous avons besoin. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour nous pour aller à un compromis? Pour nous, le plus important, c'est de regarder, il y a quelques réformes clés aujourd'hui, comme la mise en place d'un organe unique un organe unique indépendant chargé de l'organisation d'élections transparentes et crédibles, ou comme l'écriture d'une nouvelle constitution, qui sont des données aujourd'hui indispensables, parce que si elles ne sont pas faites aujourd'hui, elles ne se feront jamais. Et dans ce cadre-là, je pense que nous restons ouverts pour pouvoir
convenir de la période la plus appropriée et qui prenne en compte l'intérêt supérieur du Mali. Mais 16 mois, c'est possible. Qui prennent en compte les exigences. Je dis que toutes les options, nous sommes ouverts à examiner tout ça. Je ne peux pas, à votre micro, répondre à cette question. C'est l'objet des consultations qui sont en cours. Nous ne nous focalisons pas sur une durée de 16 mois, 2 ans ou 3 ans à ce stade, mais nous voulons qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui est prévu, qui est important pour le Mali, qui est important pour le peuple malien, qui est sorti, qui a montré qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire juste des élections et tourner le dos. Si on est d'accord sur ça, nous sommes ouverts. Si le temps que le Mali propose est trop long, si des partenaires dans la discussion arrivent à nous convaincre d'une durée moindre, il faut qu'on regarde quels pas les partenaires doivent faire pour aider le Mali à pouvoir faire les choses dans une durée relativement plus courte que ce qui a été demandé. Donc je crois que nous sommes ouverts, l'ensemble de ces données sont sur la table. Bon, nous n'allons pas par médias interposés répondre à tel ou nous saluons l'effort de l'Algérie au niveau du Conseil de paix et sécurité. C'est un pays voisin. Nous remercions pour la solidarité exprimé au Mali en refusant de se joindre à des décisions injustes pour fermer les frontières. Mais nous continuons le dialogue et nous souhaitons que l'Algérie reste fortement impliquée dans le cadre de tout mécanisme qui sera mis en place pour pouvoir trouver un compromis. Vous dites, Monsieur le Ministre, que le coup d'État au Burkina Faso prouve l'inefficacité des mesures CEDEAO contre votre pays. Est-ce à dire que quand vous avez appris ce coup d'État lundi dernier, vous avez applaudi, vous vous êtes senti moins seul? Nous n'avons pas applaudi. Vous savez, toute rupture de l'ordre constitutionnel n'est pas normale. Et c'est des situations qui rappellent aussi, qui d'abord créent de l'inquiétude et de l'incertitude par rapport à l'avenir de ces pays. Mais en même temps, il faut comprendre que les coups d'État eux-mêmes viennent souvent des problèmes de gouvernance qui n'ont pas été traités ou qui n'ont pas été bien traités. Dans le cas particulier du Burkina, comme dans celui du Mali, qui est aussi emblématique de la situation de l'ensemble du Sahel, le traitement des questions sécuritaires et les réponses qui ont été apportées sont aujourd'hui des questions qui préoccupent nos populations. Nos populations sont exaspérées par cette insécurité qui ne fait que grandir et demandent des résultats au pouvoir politique, demandent des résultats aux militaires. Je ne suis pas fondé de donner une appréciation sur ce qui se passe au Burkina. Je fais confiance au génie du peuple burkinabé pour pouvoir apporter des réponses. Nous sommes un voisin, nous demeurons solidaires du combat du peuple burkinabé, mais notre préoccupation, c'est de répondre aux besoins des Maliens. Nous restons ouverts à cheminer avec l'ensemble des peuples de la région et de l'ensemble des peuples africains qui partagent notre vision. Alors, est-ce que vous avez pris attache avec les militaires désormais au pouvoir à Ouagadougou? Est-ce que, par exemple, les colonels Goïta et Damiba se sont parlé? Personnellement, je n'ai pas d'informations à ce niveau, mais le Mali parle à tout le monde. Nous parlons à tous nos frères, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se trouvent, parce que nous partageons les mêmes frontières, nous avons des destins communs. Et nous pensons que seulement c'est dans le dialogue et la concertation que nous pouvons trouver des solutions. Loin de nous toute idée de donner des leçons à qui que ce soit. Et d'un mot, Monsieur le Ministre, il nous reste quelques secondes. Pensez-vous qu'après ce troisième coup d'État dans un pays de la CEDEAO, eh bien, cette CEDEAO, va devoir changer d'attitude à votre égard? Nous l'espérons. Nous l'espérons, parce que c'est ce que nous essayons d'expliquer. Nos organisations, la CEDEAO ou l'Union africaine, ils doivent changer de logiciel de notre point de vue, qu'on doit sortir un peu de ces manuels, de ces playbooks qui disent un peu quand il y a un coup d'État, bon, on sort, on condamne, on fait un sommet extraordinaire, on donne 5, 6, 7 mois. Les situations sont différentes, les problèmes sont différents. Et qu'on prenne le temps de regarder. Qu'on regarde seulement qu'il n'y a pas que le coup d'État à gérer. Il y a des changements anticonstitutionnels qui se passent dans nos pays où nos organisations restent les bras croisés. Elles ne font rien pour faire face à cela. Et aujourd'hui, c'est même ce traitement de la géométrie variable qui pose problème. Donc nous devons évaluer l'ensemble de nos dispositifs de réponse à ces changements anticonstitutionnels, coup d'État militaire ou coup d'État civil,
pour pouvoir apporter des solutions. Soyons à l'écoute des populations. Dans le cas du Mali, nous avons vu les populations qui sont sorties massivement pour rejeter cette politique de la CEDEAO. Nous avons vu aussi dans l'ensemble des capitales, beaucoup de pays africains, la jeunesse est sortie pour dire ce qu'elle veut. Prenons le temps nécessaire d'écouter nos jeunes, prenons le temps d'écouter les préoccupations de nos populations et de trouver entre Africains les moyens nécessaires. Et nous dénonçons encore une fois aujourd'hui l'instrumentalisation de nos organisations régionales à d'autres desseins